Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a fermé le fleuve Sahel, coupant une ressource vitale qui faisait battre le cœur du Burkina Faso. Un seul geste, un rivière suspendu, 40% de l'économie bouleversée, un acte qui libère en asphyxiant. Et que révèle ce choix sur la volonté africaine de rompre avec la dépendance? Sous le choc mondial, une question demeure. Et si ce sacrifice n'était pas une perte, mais le prix d'une souveraineté retrouvée? La décision d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement clos un fleuve, elle a ouvert une fracture. Pour la première fois depuis l'indépendance, un État sahélien a refusé la tutelle des puissances étrangères sur ses ressources vitales. Le pari est colossal, risquer une crise immédiate pour gagner une liberté durable. Cette promesse, reprendre le contrôle sur l'eau pour réinventer l'avenir, Réa du Burkina Faso. Les critiques dénoncent mais une folie politique. Les partisans y voient un acte fondateur. Entre embargo annoncé et ferveur populaire, le pays joue sa survie économique autant que son honneur. Chaque litre d'eau redevient symbole, chaque barrage un champ de bataille silencieux. Mais la question demeure, ce sursaut de souveraineté à la tempête des marchés. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches à l'effigie de Traoré portent une autre promesse. L'eau du Sahel coulera pour les nôtres. Une phrase simple mais lourde d'un siècle de mémoire coloniale. Est-ce l'annonce? Les conséquences se sont multipliées. Le FMI a gelé un prêt de 400 millions de dollars et les exportations agricoles ont chuté de 18%. Ce double choc, à la fois financier et symbolique, a révélé l'ampleur du séisme provoqué par Ibrahim Traoré. Mais pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter bien avant octobre. La gestion du fleuve Sahel appartenait à une société européenne, héritière d'un contrat colonial de 99 ans, signé sans le consentement du peuple burkinabé. Ce traité avait transformé une ressource nationale en monopole étranger. Les données hydrologiques, la régulation des barrages, même les prévisions météorologiques échappaient à l'État. Lorsque Traoré découvre ses archives, il comprend que l'eau du pays, source de vie et d'identité, n'a jamais vraiment appartenu au Burkina Faso. Dès lors, la rupture devient inévitable. Il s'entoure d'ingénieurs, d'historiens, d'économistes et prépare méthodiquement la reprise du contrôle. Le 10 octobre, à l'aube, il signe le décret qui met fin à 8 décennies de dépendance. Les multinationales dénoncent un sabotage, lui parlent de renaissance. Dans les heures qui suivent, Ouagadougou se transforme en scène d'un réveil collectif. Des foules brandissent des pancartes où l'on lit « Notre eau, notre avenir ». Les radios locales répètent sans cesse le même message. Ibrahim Traoré a rendu la rivière à son peuple. Pourtant, derrière cette ferveur se cache une réalité plus dure. Le pays doit maintenant survivre sans l'appui de ses anciens partenaires. Les marchés vacillent, les institutions financières s'éloignent. Mais pour Traoré, l'heure n'est plus à la dépendance, elle est à l'invention. En coupant le fleuve, il n'a pas seulement rompu un contrat, il a déclenché une redéfinition du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Dans les premières semaines, suivant la fermeture du fleuve Sahel, la voix de Samira Kaboré, ingénieure en hydraulique, devient celle du pays. Ancienne cadre d'une société étrangère, elle a choisi de rester pour participer à la transition. Chaque jour, aux côtés de ses équipes, elle inspecte les stations de pompage reprises à l'État. Nous travaillons avec des outils fatigués, mais pour une cause juste. Elle aux caméras locales. C'est à travers des figures comme Samira que la décision d'Ibrahim Traoré prend corps. Dans les hôpitaux, dans les champs, dans les usines, chacun mesure les effets d'une souveraineté retrouvée, mais encore fragile. Les files d'attente pour l'eau s'allongent. Pourtant, la résignation a disparu. Un sentiment d'appartenance naît, celui d'un peuple décidé à réparer de ses propres mains ce qui fut brisé par des décennies de dépendance.
Les diplomates étrangers observent avec scepticisme. Certains y voient un nationalisme dangereux, d'autres une étape nécessaire vers l'émancipation africaine. Mais sur le terrain, une autre vérité se dessine. Les ingénieurs, les soldats et les agriculteurs travaillaient ensemble pour maintenir le pays à flot. Dans les villages, on répète une phrase qui circule comme un mot d'ordre. « Si le haut coule à nouveau, ce sera par nos mains. » Ce nouveau souffle a un prix, mais aussi une promesse, celle d'une dignité reconquise. Et c'est là, dans ce contraste entre pénurie et fierté, que s'esquisse le véritable enjeu de la rupture. Tout s'est accéléré dès l'annonce officielle. En une nuit, le fleuve Sahel est devenu le théâtre d'une guerre silencieuse entre diplomatie, économie et identité. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit son cabinet d'urgence. Objectif: maintenir la stabilité intérieure alors que les signaux d'alerte affluent de toutes parts. Le lendemain, les chancelleries occidentales condamnent la décision. L'Union européenne parle d'un acte irresponsable, les évoquant un risque majeur pour la sécurité régionale. Le FMI suspend immédiatement son prêt de 400 millions de dollars prévu pour la modernisation des infrastructures hydrauliques. Les marchés réagissent. Chute de 7% de la monnaie locale, retrait massif des investisseurs étrangers, ralentissement brutal des échanges frontaliers. Mais dans les rues, c'est une autre musique. Des foules scandent le nom de Traoré. Des drapeaux apparaissent sur les ponts. Des pancartes proclament « L'eau libre pour un peuple libre ». Les radios diffusent des discours enflammés. Les jeunes se portent volontaires pour sécuriser les stations de pompage. Le geste présidentiel devient symbole d'un sursaut collectif. Pourtant, sur le terrain, la tension est réelle. Les barrages manquent d'entretien, les ingénieurs étrangers ont quitté le pays et le rationnement de l'eau s'étend. Dans les campagnes, certaines cultures s'assèchent. Les récoltes chutent de 15%. Le gouvernement met en place des brigades locales composées de techniciens, de militaires et de volontaires pour rétablir le flux. Les premiers bilans sont contrastés. Des zones rurales retrouvent un accès partiel à l'eau grâce à des circuits improvisés, tandis que d'autres plongent dans la sécheresse. À mesure que les semaines passent, l'effet domino s'amplifie. Les prix du carburant augmentent de 12%, ceux des denrées de 18%. Mais cette austérité forcée s'accompagne d'un sentiment d'unité inédit. « Nous souffrons, mais c'est pour nous », déclare une vendeuse du marché central. Dans les coulisses, la diplomatie burkinabé s'active. Ibrahim Traoré convoque des réunions secrètes avec les représentants du Mali et du Niger pour mettre en place une alliance du Sahel hydraulique. L'idée, mutualiser la gestion des rivières et créer un fonds commun pour financer les infrastructures africaines sans dépendre d'institutions étrangères. Les discussions avancent lentement, mais pour la première fois, un projet régional né d'une rupture prend forme. Le contraste s'accentue. D'un côté, les sanctions se durcissent. De l'autre, le peuple s'accroche à sa nouvelle fierté. Dans les mosquées et les écoles, on répète le même message. L'eau est redevenue nôtre. Et au milieu de cette tourmente, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme celle d'un chef prêt à affronter le monde pour défendre son indépendance. La rupture du fleuve n'est plus seulement un acte administratif. Elle devient le point de bascule d'un continent en quête d'autonomie. Sous les yeux du monde, le Burkina Faso s'avance, fragile mais debout, entre sécheresse et dignité retrouvée. 6 mois après la fermeture du fleuve Sahel, les premiers indicateurs permettent enfin de mesurer l'onde de choc. Le PIB du Burkina Faso a reculé de 3,8% au dernier trimestre, tandis que la production agricole a chuté de 18% dans les zones irriguées. Mais dans le même temps, les importations d'eau traitée ont diminué de 35%, signe que le pays commence à aimer. Ce paradoxe statistique, entre perte immédiate et autonomie naissante, illustre toute la complexité de la décision d'Ibrahim Traoré. Les données compilées par le ministère de l'économie
montre qu'environ 2000 emplois ont été créés dans le secteur hydraulique depuis la nationalisation. Des ingénieurs locaux ont remplacé les contractuels étrangers, étaient remises en service sous contrôle burkinabé. Le ministère de l'Eau parle d'une reconstruction rapide des capacités nationales, malgré des infrastructures encore vieillissantes. Dans le domaine énergétique, la situation reste tendue. La production d'électricité issue des barrages a diminué de 18% en 4 semaines, forçant les autorités à recourir temporairement à des générateurs diesel. Mais cette contrainte a aussi accéléré le déploiement des panneaux solaires. Plus de 500 installations ont été ajoutées dans les communes rurales depuis janvier. La transition énergétique, amorcée par nécessité, pourrait bien devenir l'un des legs les plus durables de cette crise. Du côté social, les effets sont contrastés. Les rationnements d'eau restent fréquents dans les grandes villes, mais les communautés rurales voient leur accès s'améliorer. Selon une enquête menée par l'Institut national des statistiques, la satisfaction citoyenne vis-à-vis de la gestion locale de l'eau a progressé de 22% dans les zones reculées. Les femmes, autrefois marginalisées dans les comités de gestion, occupent désormais 37% des postes de supervision des bassins hydrauliques. Ces chiffres, modestes en apparence, traduisent une mutation profonde, celle d'un contrôle populaire sur une ressource vitale. À l'international, les sanctions économiques ont coûté près de 600 millions de dollars en aide suspendue, mais elles ont aussi déclenché un mouvement d'alliance régionale inédit. Le Mali et le Niger ont signé avec Ouagadougou un protocole de coopération hydrologique pour échanger des données et mutualiser les infrastructures. Ce triangle de souveraineté marque un tournant stratégique. 3 nations autrefois dépendantes du Nord s'organisent entre elles. Pour Ibrahim Traoré, la logique est claire. Perdre quelques points de croissance aujourd'hui pour gagner un siècle de liberté. Une formule qui, si elle divise les économistes, rallie les partisans de la dignité nationale. À des pourcentages, c'est la perception de la puissance qui change. Un pays capable de gérer son eau, même en crise, est un pays capable de gérer son destin. Ainsi, malgré la contraction économique, le Burkina Faso donne naissance à une forme d'économie de résilience. Moins de dépendance, plus d'ingéniosité, moins d'abondance, plus de contrôle. Et, au centre de cette équation, Ibrahim Traoré reste la constante, le symbole d'un choix risqué, mais fondateur. Depuis la fermeture du fleuve Sahel, 2 visions irréconciliables s'affrontent au Burkina Faso comme à l'étranger. La première, défendue par les partisans d'Ibrahim Traoré, voit dans cette rupture un acte de libération. Elle affirme qu'un pays ne peut être souverain tant que ses ressources vitales demeurent sous contrat étranger. Pour eux, l'eau du Sahel n'est pas une marchandise. C'est un bien commun, une matrice de dignité nationale. Les données de terrain leur donnent partiellement raison. La gestion locale progresse. Les inégalités d'accès diminuent. La confiance citoyenne se renforce. Mais la thèse opposée, soutenue par les institutions financières et une partie de l'élite urbaine, redoute un effondrement structurel. Elle souligne la dépendance du Burkina Faso à l'égard des importations agricoles et énergétiques. Sans les prêts internationaux, comment financer la modernisation des barrages, la rénovation des pompes ou la compensation des pertes agricoles? Le FMI et la Banque mondiale préviennent que l'autonomie sans liquidité n'est qu'une illusion. Les économistes rappellent que les recettes d'exportation se sont contractées de 20%, menaçant l'emploi et la stabilité monétaire. Entre ces 2 blocs, un espace de nuances émerge. Certains observateurs africains y voient une tentative de redéfinir la notion de développement, un modèle où la croissance immédiate cède la place à la souveraineté progressive. D'autres suggèrent que Traoré ne cherche pas à rompre avec le monde, mais à reconfigurer les rapports de force. En rétablissant la maîtrise de l'eau, il pose la question que tout le continent redoute. Jusqu'où un être vraiment libre? La bataille des arguments, elle aussi, devient symbole. Et si la crise du Sahel n'était pas un accident, mais
le prototype d'un nouveau paradigme. Ibrahim Traoré, au centre de ce duel intellectuel, incarne ce passage d'une Afrique assistée à une Afrique agissante. L'eau libère, même quand elle manque. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu de la crise, résume le basculement. À partir de ce moment, le débat quitte la sphère économique pour devenir existentiel. Le président ne parle plus de chiffres, mais de dignité, de transmission, d'un continent qui cesse d'attendre la permission d'agir. Dans les rues de Ouagadougou, l'atmosphère change, les coupures d'eau persistent, mais l'indifférence disparaît. Des étudiants peignent des fresques représentant le fleuve Sahel comme un serpent de lumière traversant l'Afrique libérée. Les anciens combattants de l'indépendance, oubliés depuis des décennies, sont invités aux cérémonies publiques. La nation semble renouer avec sa propre histoire. Pendant ce temps, les capitales voisines observent. Au Mali et au Niger, les dirigeants saluent la détermination burkinabé. Des discussions naissent autour d'un pacte régional de gestion des ressources. Le geste isolé devient contagieux. Au cœur de ce tumulte, Ibrahim Traoré trace une ligne claire. Nous n'avons pas fermé le fleuve pour survivre. Nous l'avons fermé pour exister. Les effets de la décision d'Ibrahim Traoré se font sentir à tous les niveaux de la société burkinabé. 4 grands groupes sont touchés, les ménages, les entreprises, l'État et la région. Pour les ménages, l'impact est d'abord matériel. Dans les villes, les coupures d'eau obligent à rationner. Dans les campagnes, certains puits se tarissent. Mais en parallèle, des comités communautaires se forment pour gérer les ressources de proximité. Les femmes, souvent premières concernées par l'approvisionnement, deviennent les coordinatrices de ces réseaux. Une étude nationale révèle une hausse de 2% du taux de satisfaction concernant l'accès à l'eau dans les zones rurales, malgré la crise, pointe Énurie, globale, une reconquête citoyenne. Pour les entreprises, la transition est plus rude. Les usines dépendantes des circuits étrangers voient leurs coûts exploser. Certaines ferment temporairement, mais d'autres, plus petites, saisissent l'opportunité d'innover. Eau se multiplie. Un écosystème technologique local naît presque du néant. En 6 mois, entreprises spécialisées ont été enregistrées à. Là où la dépendance étrangère dominait, une économie circulaire commence à prendre racine. Pour l'État, la pression est immense. Les sanctions internationales s'élèvent à près de 600 millions de dollars et les réserves de change diminuent. Mais la stratégie d'Ibrahim Traoré repose sur la réallocation interne. Suppression de contrats inutiles, taxation exceptionnelle des capitaux expatriés et création d'un fonds souverain de l'eau. Les recettes collectées servent à former 500 techniciens burkinabés. La logique n'est plus d'attendre l'aide, mais de réapprendre à produire sans tutelle. Enfin, pour la région, le choc devient inspiration. Le Mali et le Niger rejoignent officiellement une alliance hydrologique sahélienne, dont l'objectif est de créer un réseau de bassins interconnectés gérés par les EM. Ce projet, soutenu par plusieurs universités africaines, introduit un principe inédit, la donnée hydraulique comme bien public régional. D'autres pays comme le Tchad et le Sénégal observent la démarche avec intérêt. Ainsi, au lieu d'isoler le Burkina Faso, la fermeture du fleuve Sahel l'a replacé au centre d'un mouvement panafricain de réappropriation des ressources. Les diplomates occidentaux parlent encore de crise, mais les citoyens évoquent déjà une renaissance. Dans les villages, une phrase revient souvent. « Nous avons perdu l'eau du monde, mais retrouvé l'eau de notre terre. » Ibrahim Traoré, en pariant sur la souveraineté, a ouvert une brèche, celle où la fierté nationale l'emporte sur la peur de l'isolement. À l'horizon de 12 mois, 3 scénarios s'esquissent pour le Burkina Faso après la fermeture du fleuve Sahel. Chacun incarne une trajectoire possible entre consolidation, incertitude et effondrement. 3 chemins qui dépendront moins des sanctions extérieures que de la résilience interne. C'est équilibre retrouvé, base.
Le pays stabilise son économie en s'appuyant sur les alliances régionales. Les partenariats avec le Mali et le Niger se renforcent. Des financements africains remplacent progressivement les aides occidentales suspendues. Le Fonds souverain de l'eau attire de nouveaux investisseurs du continent. Les pénuries se réduisent, la production agricole remonte de 8%. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré devient un symbole de réforme contrôlée, un chef d'État qui a tenu tête sans rompre le fil du réel. Résilience offensive, optimiste. Le Burkina Faso transforme la crise en levier stratégique. La relance énergétique solaire, amorcée dans la tourmente, fournit 25% de la consommation nationale. Les infrastructures hydrauliques locales fonctionnent sans assistance étrangère. Installe. L'Afrique de l'Ouest parle désormais d'une seule voix sur la souveraineté des ressources. Les analystes évoquent une doctrine Traoré-Égie de rupture assumée, fondée sur la fierté et la solidarité régionale. L'eau du Sahel devient alors le symbole d'un nouvel ordre africain. C'est étouffante, pessimiste. Les sanctions s'alourdissent, les réserves financières s'épuisent et la sécheresse s'intensifie. L'inflation dépasse 25%, provoquant des tensions sociales. Les régions rurales, isolées, subissent donc des famines localisées. Les institutions étatiques vacillent. Les investisseurs locaux se replient. Dans cette hypothèse, la souveraineté proclamée se transforme en isolement prolongé. Le fleuve Sahel, fermé pour libérer, devient une frontière symbolique entre l'orgueil et la survie. Conditions cadres. Si la diplomatie parvient à rouvrir le dialogue tout en maintenant la maîtrise nationale, le Burkina Faso pourrait sortir grandi de cette épreuve. Sinon, le risque est réel, que l'histoire retienne la décision d'Ibrahim Traoré non comme un acte de fondation, mais comme un cri trop tôt lancé dans la tempête. À des chiffres et des traités, la décision d'Ibrahim Traoré s'incarne dans les vies ordinaires. À Ouagadougou, Aïcha parcourt chaque matin 2 kilomètres pour remplir des bidons à la pompe du quartier. Elle ne s'en plaint pas. Avant, on payait pour une eau qui ne nous appartenait pas. Aujourd'hui, elle coûte l'effort, pas la honte. Dans ces mots se résume l'état d'esprit d'une population qui endure, mais qui croit. Les associations locales se multiplient. Des coopératives de femmes gèrent les puits communautaires, tandis que des jeunes diplômés conçoivent des filtres à sable ou des pompes manuelles à bas coût. Le manque de moyens devient source d'innovation. Les radios communautaires diffusent chaque soir des conseils pratiques. Comment économiser l'eau, purifier, partager? Cette éducation populaire, née de la contrainte, forge une nouvelle conscience civique. Dans les écoles, les enseignants expliquent la crise non comme une punition, mais comme une renaissance. Les manuels parlent désormais du fleuve libéré. Les enfants apprennent que la souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive, goutte après goutte. Sur le plan symbolique, Ibrahim Traoré a réussi ce qu'aucun chef d'État n'avait osé depuis Sankara. Transformer la privation en récit collectif. Les Burkinabés ne se définissent plus par le manque, mais par la dignité d'y faire face. Cette mutation invisible, mais puissante, pourrait devenir la véritable victoire du mouvement. L'eau n'est plus seulement une ressource, c'est une identité partagée. Et peut-être, dans cette solidarité anonyme, que commence la reconstruction du Burkina Faso. Face à la tourmente, Ibrahim Traoré a dévoilé une feuille de route précise, conçue comme une transition vers la souveraineté totale de l'eau. Elle repose sur 5 axes, mêlant urgence, réforme et vision. Déploiement technique immédiat. 500 ingénieurs et techniciens locaux ont été formés pour superviser les infrastructures hydrauliques. Leur mission: réparer, auditer, moderniser les stations laissées à l'abandon par les sociétés étrangères. Les résultats se sont déjà visibles. Un réseau de supervision en temps réel créé à Ouagadougou. Les comités villageois sont désormais intégrés dans la prise de décision. Chaque bassin d'eau doit être cogéré par l'État et les populations locales, garantissant une transparence nouvelle dans la distribution. Économique.
Pour réduire la dépendance à l'agriculture irriguée, le gouvernement investit dans l'énergie solaire et la formation professionnelle. Des ateliers de maintenance et de recyclage des pompes émergent dans plusieurs provinces. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé un traité d'assistance mutuelle en matière d'eau et d'énergie. Cette coopération vise à créer une ceinture sahélienne souveraine, capable de résister aux pressions extérieures. Et chaque étape est accompagnée d'indicateurs publics. Niveau des nappes, production agricole, satisfaction citoyenne. Le mot d'ordre présidentiel « Ce qui n'est pas mesuré ne nous appartient pas » traduit cette nouvelle rigueur. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route n'est pas qu'un plan de survie. C'est une architecture politique fondée sur la dignité, la transparence et la science locale. Au crépuscule d'un an de crise, Ibrahim Traoré se rend sur les berges du fleuve Sahel. L'eau y coule à nouveau lente et claire, entre les mains des ingénieurs burkinabés qui en contrôlent désormais chaque vanne. Il se penche, prend une poignée de terre humide et murmure. Voilà notre liberté. Elle a le goût du sol et de la patience. Autour de lui, des enfants jouent dans la boue, insouciants du tumulte diplomatique. La rivière qu'on disait perdue redevient un terrain de vie, un symbole partagé. Le pays a souffert, mais il s'est réappris. Les caméras du monde s'éloignent, mais l'image demeure. Un peuple redressé, les pieds dans l'eau, qu'il appelle désormais sienne. La décision d'un homme, jadis jugé téméraire, s'est muée en récit collectif. Ce fleuve, jadis frontière de dépendance, est devenu miroir de souveraineté. Et si, au fond, le courage d'Ibrahim Traoré n'était pas d'avoir fermé le Sahel, mais d'avoir ouvert une ère nouvelle, une ère où l'Afrique choisit, pour la première fois depuis longtemps, de ne plus attendre la permission d'être libre. L'histoire du fleuve Sahel ne s'achève pas avec sa fermeture. Elle commence à peine. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a redéfini le sens de la souveraineté. Non pas une rupture contre le monde, mais une affirmation de soi dans le monde. Ce combat, né d'une rivière, symbolise désormais le réveil d'un continent tout entier. Pourtant, rien n'est acquis. Les défis demeurent. L'eau, l'énergie, la diplomatie, la cohésion sociale. Mais chaque goutte retrouvée prouve qu'un peuple peut choisir son propre courant. Si cette histoire vous touche, parlez d'Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, de ce choix courageux qui interroge nos modèles de dépendance. Car la liberté ici ne se crie pas, elle s'écoule, patiemment, comme une rivière qui reprend sa source. Et vous, un pays puisse renverser le cours de son histoire sans rompre ses racines? Peut-être que la réponse se trouve, tout simplement, dans le murmure du fleuve qui continue de couler.